Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres au sommaire de cette édition. Un financement allant jusqu'à 250 millions de francs CFA pour les TPE et PME. Une convention cadre le permettant a été signée hier entre l'État de Côte d'Ivoire et une microfinance. Les détails dans ce journal. À la fonction publique, l'opération de recrutement dérogatoire de cette année est lancée. L'an dernier, elle avait permis le recrutement de 158 personnes en situation de handicap. Et à l'international en Tunisie, qui succédera au président Essebsi décédé il y a quelques semaines. La course pour le fauteuil du palais de Carthage attire 26 candidats. Ils étaient 97 à avoir déposé leur candidature, soit bien plus que lors du scrutin précédent de 2014 où 69 candidatures ont été reçues. Bienvenue dans ce 23h. Une bonne nouvelle pour les entreprises, elles pourront bientôt bénéficier de financement grâce à une convention signée hier entre le secrétariat d'État chargé de la promotion des PME et une microfinance. Cet accord permet aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux TPE, les toutes petites entreprenantes, de recevoir des montants allant de 100 000 francs CFA à 250 millions de francs CFA. On en sait davantage avec Nadia Eja et Francis Boifo. Par cette signature de partenariat, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME et les responsables d'une microfinance s'engagent à soutenir les toutes petites et moyennes entreprises dans leur quête de financement. Nos financements vont d'un montant allant de 100 000 à 250 millions en fonction justement de l'objet du crédit, en fonction de la durée du crédit. Bien évidemment, nous allons déterminer la capacité de remboursement du client ainsi que la détermination de certains ratios pour nous conforter. Si nous marquons nos banques sur les fonctionnaires, sur les salariés et sur les grandes entreprises, nous n'allons pas augmenter le tissu économique et permettre au PIB de la Côte d'Ivoire de progresser. Aujourd'hui, il faut se pencher vers le secteur qui est le plus pourvoyeur d'emplois. Les banques aujourd'hui ont la BCAO avec elles et ont le refinancement de tout ce qu'elles vont donc prêter aux PME. Et donc nous leur demandons de faire un effort pour vraiment accompagner le développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette convention cadre définit le mode opératoire du financement qui sera octroyé. Les bénéficiaires seront sélectionnés après une analyse de dossier. Entre autres critères, la pratique d'une activité légale ainsi que la formalisation et la viabilité de l'entreprise. Et ces PME auront besoin certainement d'une main-d'œuvre pour exécuter leurs tâches. Et ces deux concerts que sont ouverts depuis peu partout en Côte d'Ivoire. Les guichets Emploi Jeunes, celui de Bondoukou, a été inauguré hier, mardi 13 août, par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le reportage d'Hermanie Amia. Cette coupure de ruban par le ministre des Ressources animales et halieutiques marque l'ouverture officielle du guichet emploi de Bondoukou. Ce guichet a pour mission d'accueillir, d'informer et d'orienter les jeunes vers des offres de stage, d'apprentissage, de formation qualifiante et de financement de projets de création d'activités génératrices de revenus. Il y avait un éloignement au niveau de l'agence d'emploi jeunes. Et les jeunes, s'ils ne vont pas à Bangourou ou à Abidjan, ils ne peuvent pas avoir les informations utiles par rapport aux offres du service d'emploi jeunes. L'ouverture des guichets emploi dans les 201 communes de la Côte d'Ivoire est une volonté du chef de l'État Alassane Ouattara et de son gouvernement d'offrir des opportunités d'emploi durables aux jeunes Ivoiriens, a indiqué le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Ce point relais permettra tout d'abord d'assurer un bon maillage territorial dans la délivrance des services d'insertion, puis de mobiliser activement les acteurs locaux autour de la cible à travers une gouvernance agile et enfin de développer des synergies pour l'emploi des jeunes. Kobenan Kwasi Adjoumani a demandé aux jeunes de fréquenter ce guichet afin de profiter des opportunités d'emploi et de financement de projets qui s'offrent à eux. Parlons
Parlons toujours d'emploi et cette fois-ci à la fonction publique. Le recrutement dérogatoire pour cette année 2019 des personnes en situation de handicap est lancé. L'an dernier, cette mesure avait permis l'intégration de 158 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Le compte-rendu de Issa Yeo. Des personnes en situation de handicap bientôt recrutées à la fonction publique. Ce recrutement dérogatoire de ces personnes pour cette année 2019 se fera dans les semaines à venir. Le directeur de la protection sociale, Idriss Traoré, a profité d'une conférence de presse pour lever un coin de voile sur les critères et le contexte. Il faut être nationalité ivoirienne, parce que c'est l'administration ivoirienne publique, âgé de 18 ans au moins à 45 ans, je pense que c'est les canaux classiques de recrutement, être en situation de handicap, bien entendu, c'est une dérogation qui est faite à ces personnes-là. Ensuite, être déclaré éligible au recrutement par un collège médical qui comprend un ophtalmologue, un médecin ORL et 3 médecins de services physique et rééducation. Pour un emploi, il faut avoir l'aptitude de l'emploi. Oui, évidemment, pour chaque emploi, il y a des handicaps qui, hélas, ne permettent pas de remplir cet emploi-là. Donc, on a ce collège-là médical qui a tout son sens, qui a pour rôle, effectivement, de s'assurer que les personnes qui seront proposées puissent être en phase avec l'emploi. Avec cette dérogation spéciale, l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, garantit l'égalité des chances des personnes dans le recrutement à la fonction publique. Alors, il y a encore quelques années en arrière, c'était plus difficile. Aujourd'hui, avec toutes les actions qui ont été menées par l'État de Côte d'Ivoire, la question du handicap devient de plus en plus visible. Donc, l'un des problèmes importants qui concerne les personnes handicapées, c'est le problème de l'emploi, comme tout le monde. Donc nous pensons que si à ce niveau-là, l'État prend des mesures qui favorisent la réinsertion sociale, on ne peut que les applaudir. Le directeur général de la protection sociale a révélé que lors du recrutement dérogatoire de 2018, 1179 candidats ont postulé, 1098 ont été soumis à la visite médicale, 835 ont été déclarés aptes et 158 ont été recrutés à la fonction publique. À ce jour, ce sont 1095 personnes en situation de handicap qui travaillent déjà à la fonction publique. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué reçu du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 15 août 2019, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de l'Assomption est déclaré jour férié, chômé et payé. Le secteur de l'enseignement supérieur se dote d'un outil d'évaluation de la qualité de la formation dans le cadre du projet UNESCO Shenzhen, un document référentiel d'évaluation institutionnelle des offres de formation et des programmes de recherche a été remis le 31 juillet dernier aux responsables d'institutions ivoiriennes de formation. Le compte-rendu de Désiré Kofi et Issa Yeo. Un document d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique élaborée. Il permettra à ce secteur d'être plus fiable et d'avoir des offres de formation répondant aux standards internationaux. On recherche la qualité de l'enseignement. Et justement, cette qualité passe par des exigences qui sont contenues dans ces référentiels et qui prennent en compte non seulement l'aspect pédagogique, mais également tous les aspects. Et cela facilite donc la compétitivité de nos écoles. En Côte d'Ivoire, seulement 5% des établissements privés d'enseignement supérieur disposent d'une cellule interne d'assurance qualité. Une situation que les responsables d'institutions de formation entendent changer à travers leur implication pour mener à bien le projet. Il faut qu'un établissement qui ouvre ait des outils pédagogiques appropriés et qu'on lui donne l'agrément par rapport au domaine de compétences dans lesquels il veut entrer. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays africains choisis pour bénéficier de ce programme. Il est financé par l'État chinois et piloté par l'UNESCO. L'UNESCO donc se réjouit du partenariat intégré et espère que l'échéance de mars 2020
retenu par le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la création de son organisme d'assurance qualité sera tenu. Un soutien que salue le ministre Albert Mabry-Touakes. Pour lui, ces documents constituent un outil fondamental pour la modernisation de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Depuis 2012, sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'enseignement supérieur connaît des innovations majeures par lesquelles le gouvernement affiche clairement et résolument sa volonté de créer un environnement optimal en vue de faire de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique le moteur de l'émergence de notre pays. Le ministre Mabry-Touakes a annoncé que des agences d'évaluation seront bientôt ouvertes dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. À Grand-Bassam, hier mardi 13 août, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a tenu son premier conseil d'administration. Il ressort de cette réunion la mise en place d'une opération immobilière très prochainement. Les détails de la rencontre par Issa Yeo. Offrir un toit à chaque membre à travers un projet immobilier. C'est l'ambition affichée par la nouvelle direction, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Au cours de leur premier conseil d'administration extraordinaire à Grand-Bassam, le directeur général et le président du conseil d'administration ont affiché leurs ambitions. Nous avons déjà des terrains acquis au cours de la première mandature, mais nous irons encore plus mieux parce que ces dossiers sur notre table, aujourd'hui avec l'appui institutionnel de Madame le ministre, permettra alors d'aller un peu plus vite. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'un enseignant qui va à la retraite puisse bénéficier d'une maison. Aujourd'hui, avec notre arrivée, et épousant donc l'esprit de Madame le ministre, de faire en sorte qu'un enseignant puisse avoir une maison, mais c'est aussi l'école de qualité. Donc, en s'inscrivant dans cette logique, je pense que les opérateurs viendront et les maisons seront construites effectivement pour cette mandature. Et ça, je souhaite même que ça commence d'ici, je vais dire, le mois prochain. Aujourd'hui, la mutuelle revendique 60 000 membres. Selon les responsables, elle travaille pour atteindre 120 000 membres sur la période 2019-2024. L'enregistrement des faits civils est un défi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pour atteindre 100% de l'enregistrement des faits civils, une nouvelle loi est en vigueur depuis le début de cette année 2019. Il s'agit d'une nouvelle approche pour les déclarations de naissance et des décès. Les agents de l'identification vont désormais sillonner les villages pour plus d'efficacité. L'objectif étant de mettre en œuvre le registre national des personnes physiques dans le but d'obtenir une base de données qui contiendra toutes les informations des citoyens dans le pays. Un atelier s'est tenu à ce propos ce mercredi. Le point avec Kolo Koulibaly. Les acteurs intervenant dans ce vaste projet d'identification se sont retrouvés en atelier. Ils ont fait le point de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la déclaration des naissances et décès. Le processus avance. La phase pilote dans les régions de la Nawa, de San Pedro et du Boclé ont donné de bons résultats. Nous étions avant 2018 à 4 000 naissances. Aujourd'hui, nous sommes passés à 8 000 naissances. Voilà, donc quand on compare ça au taux de déclaration, nous sommes grimpés à près de 300%. Et quand nous mesurons ça au plan national, nous sommes dans la région de la Nawa à près de 90%. Le gouvernement s'engage à donner une existence juridique à toutes les personnes nées sur le territoire ivoirien. Une manière aussi de lutter contre l'apatridie. La loi spéciale, par exemple, va permettre justement aux personnes qui n'ont jamais été déclarées de pouvoir le faire désormais. Elle va permettre également aux personnes qui ont utilisé de faux actes, de faux extraits de date de naissance ou qui ont plusieurs extraits de date de naissance de pouvoir mener une action en restitution d'identité. En 2017, le taux de déclaration des faits d'état civil était de 74,8%. Avec la mise en œuvre de la nouvelle loi, la Côte d'Ivoire veut atteindre les 100%. Nous avons de nouveaux mécanismes qui permettent d'enregistrer les faits d'état civil jusque dans les villages, dans les centres de santé, ce qui permettra d'avoir une universalité de la déclaration des faits d'état civil. Donc c'est une innovation majeure. À l'issue donc de la mise en place de ce registre national de personnes physiques, tout individu né en Côte d'Ivoire et qui aura besoin d'un extrait de date de naissance ne sera pas tenu obligatoirement de se rendre au lieu de naissance pour avoir cet extrait. Cette rencontre se tient à l'occasion de la célébration de la journée africaine de l'état civil tous les 10 août.
La lutte contre la corruption a fait l'objet ce jour d'une réunion qui rassemblait les responsables de la haute autorité de la bonne gouvernance, leurs partenaires et des représentants d'institutions. Il s'agissait de définir un plan d'action d'envergure à mener pour lutter efficacement contre le phénomène. Ahmed Traoré et Herman Guivet. Mettre en place ses propres mécanismes pour le contrôle interne en matière de bonne gouvernance, c'est le but de la réunion constitutive du comité miroir de Côte d'Ivoire. Cette présente rencontre a également pour objectif de s'engager contre la corruption afin de soutenir l'État, d'où la participation des représentants des institutions. Cette initiative, jugée opportune par les responsables de la haute autorité de la bonne gouvernance, est le 30e comité d'évaluation. Vous savez qu'on parle de bonne gouvernance à travers le monde depuis plusieurs années. C'est devenu même une question fondamentale, une question importante pour les pays. Et l'ISO, qui est l'Organisation internationale de normalisation, a jugé utile de mettre tout le monde d'accord en quelque sorte, c'est-à-dire élaborer des lignes directrices à mettre à la disposition des organisations pour faire la bonne gouvernance. La première grande réunion de la haute autorité de la bonne gouvernance avec ses partenaires et les institutions contre la corruption se tiendra les 2 et 3 novembre prochains. Parlons d'agriculture à présent. La formation des riziculteurs. Le déficit de la production rizicole de la Côte d'Ivoire devrait être bientôt résolu grâce à la coopération sino-ivoirienne. Plus d'une centaine de riziculteurs sont en formation à Guiguidou, dans le département de Divo. Au terme de cette formation, ils devraient, par leurs acquis, améliorer les cultures. Noël Gagnon. Produire du riz en qualité et en quantité pour combler le déficit de la production ivoirienne. Voilà 4 ans que la coopération chinoise se préoccupe de donner aux producteurs ivoiriens les outils d'une grande productivité. Cette année, nous avons élargi l'envergure du séminaire et invité 120 riziculteurs ivoiriens venus des 4 coins du pays à participer à la formation. Nous espérons que le séminaire permettra à de plus en plus de riziculteurs ivoiriens de connaître l'histoire et la culture de riziculture de la Chine, d'apprendre des techniques et connaissances rizicoles chinoises et enfin de contribuer à la réalisation de l'objectif stratégique de Côte d'Ivoire que constitue l'autosuffisance en matière de riz. Lieu de la formation Guiguidou dans le département de Divo. Pour l'édition 2019, une vingtaine de riziculteurs rigoureusement sélectionnés, selon les responsables de la DERIS, sont les témoins du lancement du séminaire de formation d'une quinzaine de jours. La Côte d'Ivoire est passée du PNIA 1 au PNIA 2. L'évolution de ce programme d'investissement consacre un important accroissement des investissements de l'État ivoirien dans le développement de l'agriculture. Il est donc impératif d'avoir un plus grand nombre d'exploitants rizicoles professionnels afin de valoriser ces investissements de façon durable sur le terrain. À ce jour, ils sont 150 riziculteurs ivoiriens formés aux techniques de culture chinoise de production de riz. Soulignons qu'en Côte d'Ivoire, 80% de la production du riz est pluviale et donc soumise aux aléas du changement climatique. Il y a une semaine, nous commémorions le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, 9450 personnes vulnérables ont reçu des kits alimentaires de la part du district autonome d'Abidjan. Ce don d'une valeur de 100 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. Le compte-rendu des remises de dons dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. 63 structures sociales en charge des personnes défavorisées, d'enfants en situation de handicap et orphelins du VIH-Sida reçoivent des vivres essentiellement composés de pâtes alimentaires. C'est une action du district autonome d'Abidjan afin de permettre à 9450 bénéficiaires de passer dans de meilleures conditions les festivités liées à la commémoration du 7 août. Vous posez encore ce jour un acte noble et grand. À travers vous, monsieur le ministre-gouverneur, nous disons infiniment merci à son Excellence, monsieur le Président de la République, monsieur Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait en faveur des associations de notre pays. D'une valeur de 100 millions de francs CFA, ces dons de vivres
constitue une contribution au programme social du gouvernement. Aux ONG qui sont la garde avancée de l'action sociale, nous avons voulu les mettre à contribution pour nous aider à distribuer des kits alimentaires à plusieurs familles. Nous sommes heureux que le directeur général de la RTI soit à nos côtés, que le ministre Légré, président du conseil régional du Boclé, qui est en partenariat avec le district d'Abidjan, soit à nos côtés. Cette année, les festivités de réjouissance du 7 août, organisées traditionnellement par le district autonome d'Abidjan, ont été annulées au profit des actions sociales. La page politique de ce journal, la vague d'adhésion au RHDP, touche la région du Béquet, où 87 secrétaires de section et membres des instances du PDCI-RDA ont adhéré au parti du président Alassane Ouattara. Les nouveaux adhérents s'engagent à se mobiliser pour le développement et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ange Kouakou et Kader Sogodogo. Des secrétaires généraux de section et membres des instances du PDCI-RDA de la région de Béquet adhèrent au RHDP. Ils sont au total 87 venus de Béoumi, Sakassou et Boto. Cette décision est motivée par les actions de développement, les messages de paix et de cohésion prônés par les responsables du RHDP. Le RHDP, c'est le PDCI en grandeur nature. Voilà. Avec l'avantage de faire la promotion du nom Félix Houphouët-Boigny. Nous avons décidé d'aller dans la modernité, dans le développement. Or, cette modernité aujourd'hui est incarnée par le président du RHDP, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. Les militants de base du PDCI-RDA de la région de Béquet ont eux aussi été invités à soutenir le président Alassane Ouattara pour ses actions de développement et sa politique de cohésion sociale. Le ministre Amadou Koné, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP, tout en prodiguant des conseils aux nouveaux militants du RHDP, se réjouit de cette décision. Le PDCI, simplement parce que c'est un allié important au sein du RHDP Alliance. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. On a gagné des élections, on a construit et reconstruit le pays ensemble, on a stabilisé le pays ensemble. Donc ce que nous faisons, c'est d'expliquer aux uns aux autres qu'il faut continuer de rester ensemble. Et c'est ce message qui est entendu. Une caravane de mobilisation a été annoncée afin de renforcer le RHDP dans la région de Béquet. Il est toujours question dans la suite de ce journal de paix et de cohésion sociale. Les leaders de communauté à Yamoussoukro sont à l'école des élections apaisées. Un symposium rassemblait du 12 au 14 août des guides religieux, des rois et chefs traditionnels pour un renforcement de capacité sur la culture de la paix et de la non-violence. L'objectif est d'enseigner à ces leaders des communautés une démarche commune de décrispation de la situation socio-politique à l'approche des échéances électorales. Le compte-rendu de Léon Brou. Guides religieux, rois et chefs traditionnels aux côtés d'acteurs institutionnels de la recherche de la paix. Il s'agit pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le PNUD de renforcer les capacités de ces leaders de communauté sur la culture de la paix et de la non-violence. Chacun pouvait travailler dans sa chapelle, mais ça ne serait pas efficace. C'est pour cela que nous sommes venus ici en synergie avec les rois et chefs traditionnels et les guides religieux. Nous allons asseoir un plan efficace pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la stabilité. Sur le terrain, nous avons vraiment besoin d'être formés pour appréhender toutes les difficultés liées à la mésentente. Et surtout, nous sommes à la veille des élections. Notre mission, c'est d'aller sur le terrain pour expliquer le bien fondé de la paix, de la cohésion sociale à nos enfants, leaders politiques. Des nouveaux problèmes se posent dans la société. Il faut donc analyser ces problèmes, les comprendre pour pouvoir les aborder facilement. Je pense que nous saluons la Fondation Félix Houphouët-Boigny et le PNUD pour cette initiative qui nous aide à renforcer nos capacités. 3 jours du 12 au 15 août pour suivre des conférences, participer à des panels et ateliers, visionner des films et débattre de paix, de démocratie et de développement, puis seront arrêtés des mécanismes communs de prévention et de gestion des conflits, de promotion du dialogue, bref, un outil commun de décrispation de la situation politique. Chers chefs et leaders religieux, pour ce que vous êtes, pour la situation que nous vivons, par votre parole puissante, vous devez dire le mot juste à l'instant juste
pour préserver la paix dans notre pays. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, parler, agir pour la paix et non en 2020 dans l'urgence. La paix, qui est une quête permanente, doit être l'affaire de tous. Chacun peut y contribuer, quel que soit le niveau auquel il se situe, pour qu'elle soit visible dans nos actes, nos paroles, nos attitudes et nos comportements quotidiens. Contribution des leaders religieux, rois et chefs traditionnels dans le processus de paix en Côte d'Ivoire, quelle synergie pour la culture de la paix et de la non-violence, terme de ce symposium qui précède celui dédié aux leaders d'associations féminines, également par le PNUD et la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le comité spécial de médiation de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire a tenu un point presse hier, mardi 13 août, un rassemblement pour résoudre la précédente crise électorale de l'Union et informer de la nouvelle date du congrès électif fixé au 24 août prochain. Jean-Marc Djadji et Issa Yeo. La nouvelle date du congrès électif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, est connue. Réunis à la Maison de la Presse, après une analyse approfondie de la situation de crise électorale, le comité spécial de médiation de l'UNJCI s'est accordé avec les journalistes sur le pouvoir du président sortant à fixer la date du congrès extraordinaire. À l'issue de toutes les consultations, dans un mémorandum approuvé ce mardi 13 août 2019 par les candidats à l'élection au conseil exécutif de l'UNJCI, le président sortant de l'UNJCI, Moussa Traoré, organisait un congrès extraordinaire le samedi 24 août 2019 avec point unique à l'ordre du jour, l'élection des organes dirigeants de l'UNJCI. Les membres du comité spécial de médiation ont réfléchi sur les raisons du blocage électoral et appelé les journalistes au respect des textes concernant les votes par procuration. Le comité spécial de médiation, à travers de longues et fructueuses discussions, a noté que de l'avis unanime de tous les acteurs, le blocage du 10e congrès à la phase de l'élection des nouveaux dirigeants de l'UNJCI a été occasionné uniquement par la question des procurations mal réglées. Tout votant ne peut être porteur que d'une seule procuration. Le 10e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire n'a pu aller à son terme le samedi 20 et dimanche 21 juillet dernier. La raison des malentendus entre congressistes sur le mode du vote. Depuis l'annonce du décès lundi dernier du roi du coupé-décalé Arafat DJ, les hommages ne cessent d'affluer de tous horizons. Le célèbre saxophoniste Manu Dibango a aussi réagi après la nouvelle. On en sait davantage dans cet élément de Éric Corré. Le décès de Didier Arafat continue de susciter des réactions des personnalités politiques, artistiques, footballistiques et culturelles. C'est le cas de Manu Dibango, un saxophoniste et chanteur camerounais du world jazz. Cette star intercontinentale décide d'interpréter une chanson d'un compositeur français en cette circonstance malheureuse. Manu Dibango chante et joue son instrument pour le daishikan. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent toujours. Repose-toi en paix, DJ Arafat. Cela montre que la réputation du Yoruba, de El Fenomento, du Thémistocle, a largement dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. La 21e édition de Chandelier d'Or s'est tenue le 11 août dernier. La promotion de la culture et de l'excellence étaient les maîtres mots de cet événement qui distingue les serviteurs de Dieu et les personnalités de la société civile ainsi que les institutions et artistes chrétiens. Le compte rendu par Godefroy Okambawa.
L'évangéliste Maman Grâce, lauréate du premier disque d'or dans la catégorie Meilleure Révélation au Chandelier d'Or 2019. Une innovation dans cette cérémonie annuelle de distinction des serviteurs de Dieu, de personnalités de la société civile, des institutions et d'artistes musiciens chrétiens. Je suis dans la joie, je voulais bénir le Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ma vie. Initié par le groupe Emmanuel Presse, cet événement vise à promouvoir l'excellence. Dans la catégorie du meilleur artiste, ils sont 2 à être inscrits. Les critères ont éliminé les 2 artistes. On ne peut pas donner un disque d'or dans cette catégorie. Nous sommes dans la bonne voie, mais nous avons besoin du soutien de tous. Plusieurs prix spéciaux ont été décernés, un catholique pour son œuvre d'évangélisation à travers le monde et un aumônier de prison pour avoir mené à la conversion de plus de 1700 détenus dans les 34 prisons de Côte d'Ivoire. Tout l'honneur est pour le Seigneur Jésus-Christ. Le travail et le mérite sont des valeurs qu'il faut cultiver aujourd'hui pour que la jeunesse ait des repères. Ce que nous avons vu tout à l'heure est quelque chose qui peut édifier, pas simplement les chrétiens, mais toute la Côte d'Ivoire. Avec cette distinction, ça nous donnera beaucoup plus de force pour pouvoir aller dans toutes ces prisons-là, aller annoncer l'évangile. Des distinctions qui réjouissent la marraine de cette édition. Nous devons simplement respecter chacun selon là où il est et c'est sûr que nous irons à la paix et au développement. Ce sont ces hommes de Dieu qui chaque jour nourrissent les décideurs, les personnes de Côte d'Ivoire pour leur permettre de prendre confiance en eux-mêmes et de travailler pour la nation. Donc c'est une grande joie d'être la marraine. D'autres prix également attribués, dont celui de la meilleure commune en voie de développement, décerné à Bodokro, une localité située dans la région du Béquet. Les Chandeliers d'Or sont à leur 21e édition. Dans l'actualité hors de nos frontières en Tunisie, qui succédera au président Essebsi décédé il y a quelques semaines? La course pour le fauteuil du palais de Carthage attire 26 candidats. C'est le début d'une élection présidentielle cruciale pour l'enracinement de la démocratie. Ces 26 candidats sont en lice pour la 2e élection de ce type depuis la révolution de 2011. 97 dossiers de candidature ont été reçus, ce qui est plus que le scrutin précédent de 2014 où 69 candidatures avaient été déposées. Le premier tour de ce scrutin est prévu le 15 septembre prochain. Voilà qui termine ce journal, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention, je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à tous.